Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle, Voix plurielle et CKCU, la radio française de l'Université de Toronto. Alors aujourd'hui, j'ai le grand bonheur et le grand plaisir, via Zoom, de pouvoir enfin interviewer Shmuel Temeyer, à qui je dis avant tout, Shmuel Boker Tov. Boker Tov, Monique. Alors, Shmuel, tu nous arrives avec une trilogie, un coffret que je trouve magnifique et que je tiens à montrer à l'écran. Mais ce n'est pas qu'un coffret, car, chers amis auditeurs, je vous annonce, pour ceux qui ne le savent pas encore, que Shmuel est le prix Goncourt de la nouvelle 2021. Zeyofi, Mazel Tov. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire et à relire cette trilogie, car tu nous fais voyager. Ça n'est pas qu'une trilogie, ça n'est pas qu'un recueil de nouvelles. Tu nous fais voyager au travers 3 continents, c'est-à-dire l'Europe, New York principalement pour les États-Unis, et je dirais Israël, qui n'est pas un continent, ce si petit pays, mais qui pour l'instant n'a pas encore vraiment sa place au Moyen-Orient, en tout cas en tant que titre. Et l'intérêt de ces nouvelles, c'est qu'il y a également au travers de cette trilogie des personnages, certains attachants, d'autres moins, qui réapparaissent avec un parfum parfois de désespérance, mais pas toujours. Il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup d'humour. Et on va démarrer tout de suite avec, alors, on démarre tout de suite avec les grands express européens. Et enfin, je donne la parole à Shmuel Temeyer. Shmuel, que peux-tu nous dire sur les grands express européens? Et que voudrais-tu nous dire? Je ne sais pas ce que je veux dire. Si j'ai une volonté de dire quelque chose, en tout cas qui serve soit de morale ou de constat historique. J'ai envie de raconter, bon, parce que c'est une de des chances que j'ai quand on est écrivain, c'est de pouvoir s'inventer un monde, ou en tout cas de se placer dans un monde qu'on n'a pas nécessairement connu, à une époque qu'on n'a pas connue, ou qu'on a connu, comme je le dis et je le répète, 10 minutes avant, parce qu'au fond, j'aurais pu appeler ce recueil, ces 3 recueils, 10 minutes avant la fin. Parce que j'ai eu cette chance de faire partie d'une génération, c'est mon âge, c'est pas de ma faute. Je suis né 10 minutes, enfin j'ai vécu 10 minutes avant la fin de beaucoup de choses. Le monde dans lequel je suis né ressemblait énormément à celui de mes parents. Je suis né 10 minutes avant la fin de ce monde-là. Je suis arrivé en Israël 10 minutes avant la fin du kibbutz. J'ai connu l'Amérique à 10 minutes avant la fin d'un certain New York, qui a été repris en main par Giuliani. Donc, tout ça, c'est un petit peu mon point de vue de raconter ce que j'ai à peine fréquenté, ce que j'ai eu le temps de voir, le temps de participer aussi, d'être un acteur de ces dernières 10 minutes, et beaucoup de regrets, évidemment. Alors, pour les grands express européens, bon, d'abord, c'était une tentative, parce qu'après avoir vécu 30 ans en Israël, j'étais revenu en Europe, et j'avais beaucoup de mal à m'inscrire de nouveau dans ces paysages-là. Les paysages naturels en Europe, c'était pas tellement Paris, bien que j'y sois né, c'était surtout la Suisse, c'était surtout les montagnes, la région de Genève et de Lausanne. Ça, c'était les paysages de mon enfance et de mon adolescence. Donc, quand je suis revenu, c'était difficile de m'inscrire de nouveau dans ces paysages-là. Et en fait, c'était une exigence un petit peu, parce que tous les livres que j'avais faits parlaient très peu de l'Europe. Et donc, ça a été pour moi la possibilité de revenir sur ce continent que j'avais quitté 30 ans auparavant. J'ai choisi une période, ça c'est une évidence, c'est un constat.
a posteriori, c'est que je suis vraiment du XXe siècle. Je suis, vous allez, ceux qui sont amateurs de téléphone, de SMS, d'informatique, ne s'y retrouveront pas parce que je parle d'une époque où tout ça n'existait pas. Ça m'intéresse peu, en fait. Je m'intéresse peu aux découvertes modernes et aux technologies. Elles me font peur, à la limite. Je pense que c'est pour ça que je suis resté coincé dans mon XXe siècle. Et en fait, j'ai voulu parler d'une période qui m'est chère parce que c'est la période que j'ai vécue, c'est les Trente Glorieuses. Je suis un enfant des Trente Glorieuses. J'ai hérité d'un monde. Mon cas est particulier sans être particulier. Je suis un fils de la résistance, des Juifs en plus de ça, cachés pendant la guerre. Mon père, grand résistant. Dans les FTP, j'ai vraiment le sentiment que, surtout après le départ de ma mère récemment, qu'ils m'ont donné un monde bien meilleur que celui qu'ils avaient connu, et au prix de larmes et de sang et de sueur, pour reprendre Churchill. Et alors d'abord, c'est un premier constat, c'est que je fais partie de cette génération très ingrate qui s'est retournée contre les parents, les traitant de bourgeois, et en essayant de s'inventer des révolutions pour être des héros à la hauteur de nos parents. Mais ça, je crois que Finkielkraut l'a déjà bien expliqué, et le juif imaginaire. Mais disons que ça, c'est vraiment une expérience personnelle, parce que j'étais en état de rébellion contre mes parents, j'ai appartenu à des mouvements d'extrême gauche, et donc j'étais dans une remise en question absolument, aujourd'hui, après, avec le recul et l'âge, aberrante, aberrante d'ineptie, aberrante de qualité de lecture. C'est pas parce que j'avais lu à 12 ans Max Stirner, L'unique et sa propriété, que j'en avais compris les grandes choses. Donc, et les Trotsky, je n'en parlerai pas. Je vais en parler d'ailleurs dans mon prochain roman, très en longueur, parce que j'ai des comptes à régler avec ma jeunesse. Donc, en fait, c'était de dire j'ai vécu une période glorieuse qui n'appartient qu'au monde occidental, parce que ce n'est pas le monde entier qui a profité de ces Trente Glorieuses. Je suis né avec une cuillère en or dans la bouche, ou au moins en vermeil, je ne sais pas, mais entre les deux. Et puis maintenant que je suis grand-père, je regarde le monde que ma génération laisse à la suivante et j'ai honte. Donc c'est comme un constat, je parle de cette période pour exprimer ma honte, c'est-à-dire de rappeler que d'abord ça n'a pas été si glorieux que ça, qu'après les guerres, il y en a toujours d'autres, beaucoup plus pénibles, intérieures aussi. Euh, le monde a changé très rapidement, on est en guerre avec le progrès, avec certaines des évolutions, et surtout on laisse un monde assez dégueulasse à nos enfants, excusez-moi le mot, mais donc en fait c'est presque une demande de pardon à la génération précédente et à la génération suivante. Je Alors, pense qu'on a... ça, Bachmoel, j'ai envie de te dire qu'en fait, ta dénomination, je pourrais dire que tu es un nomade, un passeur d'histoire. Tu te définis toi-même comme un aristocrate du kibbutz, un kibbutznik que tu as été, sur lequel on va revenir, parce que honnêtement, j'ai beaucoup aimé les trois nouvelles, mais ma préférée, c'est peut-être parce que j'ai le remords de n'avoir jamais vécu au kibbutz, c'est celle qui concerne le kibbutz. D'accord? Mais j'ai été également très étonnée par la richesse du français. Je me suis surprise à aller chercher, tu m'as fait découvrir ce qu'était un sybarite. D'accord? Je le dis aux auditeurs, c'est un jouisseur, un épicurien. Et il y a de très beaux paysages. Toi qui parles de la Suisse, je voudrais lire le dernier paragraphe qui termine Bellatola, qui est une très belle nouvelle dans les grands express. Le village pavoise encore des fêtes du 1er août. Le car postal attend en ronflant des passagers qui repartent pour la vallée. Le chauffeur astique à la peau de chamois, le museau jaune de son engin qui rutile au rayon de midi. Arnold se sent ridicule. Il voudrait être beau au bras de la montagne, la mériter. Comment fait-on pour mériter la montagne et l'éternité que le plus injuste des dieux semble lui accorder? Au mi-temps de la journée, sur la terrasse ombragée du Bellatola, Arnold considère avec amour ces signes fabuleuses qui arrachent la peau du ciel. Que c'est beau! Que c'est Merci. beau, c'est le poète!
Et puis, bien sûr, il y a la dernière, la nature qui est aussi toujours présente, et des auteurs que tu aimes, parce que tu termines avec Lourmarin et Camus, mais on ne va pas avoir le temps de tout lire, donc on va passer à la deuxième. Donc, le deuxième recueil, qui est The Great American Disaster, que j'ai également beaucoup aimé, car il y a, il y a des personnages qui reviennent, d'accord, dont le lieutenant Gantz. Et j'ai presque envie de dire que des personnages juifs qui ne te quittent pas. Oui, bon, ça m'est difficile de parler d'autre chose que de ce que je considère comme mon patrimoine. Je veux dire, je, je vis, je suis dans la tête de tous ces juifs. Et je l'avais déjà abordé cette thématique-là dans Les villes n'ont pas de toit, Oui. qui était cette forme de nomadisme juif, qui faisait que chacun de mes personnages se retrouvait dans une ville du monde où il n'avait pas besoin d'y être. C'était pas le lieu où il fallait être. C'était pas le bon endroit, pas le bon moment. C'est souvent ça d'ailleurs la tragédie au fond, c'est d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, de ne pas être la personne qu'il fallait. Et donc c'est confronté à ces situations-là. Et c'était souvent des juifs évidemment. Et donc j'avais déjà abordé ce problème-là. Maintenant je voulais le voir d'abord parce que je voulais me faire plaisir. Alors, j'ai choisi ces années pas pour rien, parce que j'aurais pu choisir 1945, comme pour The Great American Disaster, pour commencer et la guerre est finie. Mais 45, c'est un peu particulier. 45, quand les soldats reviennent du front aux États-Unis, ils sont accueillis sur la 5e avenue avec des pétales, avec des cotillons. Ils ont même un président, Eisenhower, qui est le chef des armées de la Seconde Guerre mondiale. Ils sont des héros. La première guerre qui va, d'une certaine manière, être un avant-goût de ce qui va se passer avec les vétérans du Vietnam, c'est la guerre de Corée, dont on parle très très peu. Et pourtant, l'Amérique a envoyé de jeunes soldats à peine sortis de la Première Guerre mondiale, et ce sera le cas aussi pour les Français avec la guerre d'Algérie. Je veux dire, on a continué nos guerres immédiatement, la guerre d'Indochine évidemment, et Israël, évidemment l'ensemble des guerres qui ont suivi l'indépendance. Donc, on n'est jamais, et la guerre est finie, c'est un gag. Mais j'ai choisi la guerre de Corée parce que Gantz revient de là-bas. C'est une guerre qui se fait à la baïonnette. C'est une guerre injuste. Et quand ils vont revenir, les vétérans, ce n'est pas les vétérans de 45. Et là, on va les abandonner à leur solitude. Ce qui se passe, j'imagine aujourd'hui pour les soldats qui reviennent d'Afghanistan, le sentiment d'avoir combattu, on ne sait pas pourquoi, contre qui, et en plus de ça, d'une non-réussite. C'est-à-dire, ils n'ont pas réussi à empêcher la création d'un régime communiste sur la moitié de la Corée. Et donc, c'est l'engrenage américain qui va prendre la suite des Français en Indochine. Donc, c'est ça que je voulais. Et en plus de ça, c'était très égoïste parce que j'aime le jazz. Et c'est pas que j'aime le jazz, je suis monomaniaque. Et donc, pour moi, la plus grande période, à mon avis, pour cette musique-là, c'est la naissance du cool jazz. En fait, elle date de 1949 avec un enregistrement de Miles Davis au Red Rooster, mais je voulais partir des enregistrements de Miles Davis dans les années 50 avec son quintet et accompagner cette musique jusqu'à sa mort, fin de compte, qui correspond étrangement à beaucoup d'événements à la fin de la guerre du Vietnam, mais aussi à la construction des Twin Towers. Il faut savoir ça, c'est que la fin de la guerre du Vietnam, c'est aussi le début de la construction des Twin Towers qui vont être le symbole du 21e siècle, du début du 21e siècle. Et cette période-là musicale est absolument parfaite. J'ai rencontré tous les musiciens que j'aimais, toutes les chanteuses que j'aimais. J'ai même le droit de rentrer en voiture, qui n'est pas décapotable malheureusement, avec Abbey Lincoln à mes côtés. Je me suis autorisé tout. J'ai assisté aux enregistrements. C'était une merveille. C'est la possibilité ultime et magnifique de l'écrivain de se mettre là où il veut et de discuter, et en tout cas de voir, même si je ne discute pas avec Miles Davis ou John Coltrane ou Paul Chambers, je sais que je les ai vus, que je les ai entendus. C'est magnifique parce que ce que tu dis là, en même temps, on va rebondir. Je vais te reprendre
pour le troisième recueil, mais je voudrais surtout rappeler aux auditeurs la richesse. Donc, tu as toutes ces lueurs d'espoir également, parce qu'il n'y a pas que le racisme contre lequel tu luttes ou l'antisémitisme, avec, tu as d'ailleurs donné volontairement, je suppose, à la jeune fille noyée un prénom israélien, Tal. Tu évoques sa mère, qu'on va retrouver plus tard avec Gantz, cette mère noire qui attend le retour de son fils, qui, suppose-t-on, a reçu une balle perdue, entre guillemets. Et toute cette richesse est également parsemée de mots yiddish, c'est-à-dire que ton héritage culturel est toujours hyper présent. Et Chiske, et puis les paysages, tu es un amoureux des paysages, que tu as un scalpel, d'accord? Et puis, bien sûr, le monde juif, qui jusqu'à la fin, puisque tu mêles les 4 personnages grosso modo juifs, c'est-à-dire Gantz, Tal, Thelma, le jeune rabbin, qui est trop bien rasé et dont on ne peut pas attendre une consolation, Raval, la Hivra Kedisha, enfin, ça n'est pas que noir. D'accord? Et alors, quand tu dis que tu as pu rentrer avec une voiture qui, malheureusement, n'était pas décapotable, là, je rejaillis, je rebondis parce que je vais faire allusion au troisième recueil, Kibbutz, qui, encore une fois, est mon préféré, mais je t'ai déjà dit en préambule pourquoi. Et il y a 15 nouvelles, parce qu'en fait, tu aurais pu avoir une voiture décapotable avec l'oncle Yona. Alors, je te laisse la parole. Voilà. Alors le kibbutz, c'est un peu particulier dans cette tresse parce que j'ai travaillé sur ces trois et c'est pour ça la raison pour laquelle j'ai voulu ce coffret, illustré d'ailleurs par mon ami Sami Brice, qui est un Très immense belle peintre. illustration. Hein. Ouais, c'est un magnifique peintre qui a aussi une vie extraordinaire, qui est un homme âgé, qui a plus de 90 ans et qui va passer de Roumanie en Israël, qui a connu Francis Bacon, Admea Vesri, mais qui est un immense peintre. Je tenais à ce que ce soit lui qui les illustre et je lui envoyais régulièrement mes nouvelles pour qu'il s'en inspire et c'était vraiment un travail commun. Donc, le fait que Marie Haas, mon éditrice de Métropolis, ait accepté mes demandes qui sortaient un peu des normes, ça a été un grand bonheur et je suis très content d'apprendre que la traduction anglaise, américaine, puisqu'il va y avoir une traduction aux éditions Seagull de Chicago, respectera la forme, à savoir un coffret, trois ouvrages. Donc, je suis vraiment content. Parce que c'était vraiment un truc auquel je tenais, parce que je voulais créer aussi un objet. Et alors, pour ce qui est de kibbutz, donc je travaillais chaque fois suivant mon humeur et mes déplacements. J'avais envie d'être à New York. Je partais sur New York toute la journée pendant une semaine. Et puis, je pouvais revenir au kibbutz et ainsi de suite. Et kibbutz, évidemment, c'est quelque chose d'un peu différent. D'abord parce que j'ai jamais vécu à New York. L'Europe, évidemment, je parle de pays dans lesquels j'ai vécu à une certaine époque, mais j'y étais touriste, j'y étais pour apprendre la langue. C'est vrai que j'ai vécu longtemps en Grande-Bretagne et en Italie pour des raisons, et en Suisse. Mais disons qu'en dehors de ces pays-là, je les frôle. Par exemple, l'Allemagne, c'est une connaissance de plusieurs séjours linguistiques dans les années 70. Donc, kibbutz, c'est autre chose, c'est beaucoup plus personnel. C'est d'abord, exactement, je reprendrai les 10 minutes avant. Je suis arrivé 10 minutes avant la fin du kibbutz, c'est-à-dire que j'ai connu le kibbutz encore avec les Bate Yeladim, c'est-à-dire les maisons pour enfants. Les enfants n'habitaient pas avec les parents. On mangeait tous au Chadar Ochel, c'est-à-dire dans la salle à manger. Il y avait vraiment un travail collectif. On était encore dans les théories gordoniennes du kibbutz. Et j'avais un sentiment, ça convenait parfaitement à ma recherche d'un socialisme à visage humain. C'était exactement ce à quoi j'aspirais. Et petit à petit, on m'a retiré ce rêve. Et petit à petit, j'ai vu se transformer le kibbutz avec des décisions auxquelles je n'adhérais pas du tout. Donc, on retrouvera un peu mon personnage peut-être dans celui qui s'oppose à peu près à tout. J'étais très conservateur.
socialisme peut être très conservateur. Je voyais bien pas, je n'étais pas prophète, mais je voyais bien où ça allait. Je voyais bien où on partait. Et évidemment, ça a explosé quand il y a eu ce qu'on a appelé les sachars différentiels, c'est-à-dire des salaires différents entre chaque membre, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'égalité, il y avait plus. Et l'obligation faite à certains membres d'aller travailler en ville parce qu'ils ne rapportaient pas assez au kibbutz. Enfin, un nombre considérable de détails qui ont pris une vingtaine d'années pour se faire, mais qui ont fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler du kibbutz comme on en parlait autrefois. Alors, moi, ce que je voulais rappeler, il y a des défauts au kibbutz. Ça aussi, je veux le rappeler. Parce que le kibbutz n'est pas une société idéale, c'est une société qui est fondée sur l'homme. Et comme on le sait, l'homme n'est pas parfait et on lui connaît quelques petits défauts. Et ces défauts-là, on les retrouve évidemment au kibbutz. Alors, je le prends des fois sous l'angle de l'humour, mais des fois, je le prends aussi, comme avec Oncle Yona, sur un incident, mais un incident très grave, c'est un accident, fait qu'une communauté peut devenir le tombeau d'une famille. Je connais cette société, elle n'était pas parfaite, mais elle avait des ambitions. Aujourd'hui, elle est non seulement pas parfaite, mais je crois qu'elle a plus d'ambition. Donc, c'est un constat un peu désabusé et un amour profond, parce que j'ai découvert, j'étais un homme de la ville. Je parle beaucoup de la ville. Je suis un amoureux de la ville. Ça m'est difficile de ne pas être en ville. J'aime l'architecture. Il y a des villes dont je suis profondément amoureux. Je suis amoureux de Tel Aviv, je suis amoureux de Genève, mais comme on est amoureux d'une femme. Je suis amoureux de New York. Ce sont vraiment des villes où j'ai l'impression d'être. Ils ne me menacent pas en plus de ça, et où j'ai l'impression d'être. Et donc, tout à coup, je me suis retrouvé sur un tracteur, je me suis retrouvé dans les champs, et tout à coup, j'ai découvert la nature. Et la nature dans sa meilleure partie, puisque je suis directement allé, puisque c'était mon rêve, dans l'agriculture. Parce que qu'est-ce que c'est de rêve? Moi, c'était d'aller dans l'industrie, non. Moi, je voulais goûter au soleil, au pollen, à la taille, au froid, à la pluie. Et j'ai vécu cette expérience-là qui était merveilleuse, passionnante, où j'ai rencontré des hommes extraordinaires. Et voilà, donc j'ai découvert cette nature. Alors, j'aime la décrire. J'aime raconter ce qu'elle me racontait, parce que souvent, je travaillais seul la nuit sur mon tracteur à faire des traitements. Et donc, j'avais un rapport avec la nature qui était très privilégié. Et bon, c'est un peu ça qui est raconté dans Kibbutz. Alors évidemment, ça emprunte un vocabulaire poétique un peu plus important que dans les autres. Mais voilà. Et je voulais aussi, ça c'est peut-être un détail, c'est que je voulais que chacun des opus de cette trilogie, on ait un peu le son de la langue. Que quand on est en Europe, on entend le français, l'allemand, l'italien, l'anglais. Que quand on passe à Kibbutz, on a l'impression que c'est écrit en hébreu. Et que quand on va à New York, on a l'impression que le livre a été traduit de l'anglais. Et je voulais adapter des langues aussi. Je ne suis pas du tout un nous les peaux, mais c'était une forme de contrainte. C'était d'essayer de changer ma langue, mon vocabulaire, ma manière de voir les choses en fonction du pays, et qu'on ne puisse pas dire « Oh, bah, c'est toujours le même type qui me raconte des histoires, mais c'est toujours le même langage, et ainsi de suite. » Et bon, c'était à peu près la seule contrainte que j'avais. Et puis, je crois que ouais, je pense que c'est réussi. C'est très réussi parce que je me suis surprise instinctivement à traduire quelques phrases en hébreu. Parce que pour moi, elles résonnaient dans mon oreille en hébreu. Ce n'était pas du français. Ouais, ouais. Hein, c'est l'histoire de Davidan Narkis qui fait Teshuva. Parce qu'en fait, quelque part, Shmuel, tu as quitté Israël, enfin, tu y es pas mal, mais je peux dire que tu as quitté Israël, mais Israël ne t'a pas quitté. Et le monde juif ne te quittera jamais. Non, ça, c'est deux choses qui sont totalement impossibles. Ça, c'est évident. De toute façon, il n'y a pas de volonté. Dans les 3 nouvelles, hein, dans les 3 recueils. Hein. Non, mais c'est ma culture, c'est ma tradition, c'est mon héritage. J'en prends soin. Je le regarde avec objectivité, avec rationalisme. Je l'aime, je le déteste, je me mets en colère. Je suis souvent en colère contre le gouvernement de mon pays, puisque je me considère comme israélien, même si j'habite l'Europe depuis une dizaine d'années. Mais mes filles habitent en Israël, mes petits-enfants habitent en Israël, je suis constamment là-bas.
et je ne peux même pas envisager d'être autre chose que ça. Et bien qu'à la fois, on a parlé de nomadisme dans ma vie, bah, en effet, puisque j'ai vécu aussi bien en Angleterre qu'en Italie, qu'en Israël, qu'en Suisse, très longtemps, et en France. Mais euh, ce, 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 ce nomadisme me fait plaisir aussi, parce que quand j'ai reçu le prix Goncourt, c'est une anecdote, mais en Israël, tout le monde était très heureux. Haaretz a fait 2 pages dessus, un Israélien gagne le prix Goncourt. Et au même moment, Le Temps, le journal de Genève, le journal suisse romande, faisait la même chose, 2 pages avec marqué un Genevois gagne le prix Goncourt. Et on m'a posé la question si ça me dérangeait. Je dis non, au contraire, ça serait très, très, très bien. J'appartiens à tous ces mondes-là. C'est un voyageur J'appartiens à du tous ces monde. mondes-là. Là, c'est une parfaite image du voyageur du monde. Et alors, Absolument. dans les trois, en fait, tu t'offusques, tu te dresses contre le racisme, l'antisémitisme. Et dans Kibbutz, bien sûr, on ne peut pas faire l'économie de la tragédie de l'assassinat de Rabin, qui pour toi a été, Oui. comme pour beaucoup d'ailleurs, une période hyper, une date, un jour, un soir hyper marquant. Ah oui, ça, de toute façon, pour moi, c'est probablement, peut-être que j'avais déjà eu une faille, un bon coup de hache avec l'abominable attentat c'est dommage de rappeler son nom, mais d'un certain docteur Goldstein Oui, à oui. Hebron, de Purim. Et la joie que j'avais vue sur les visages de certains des colons et des représentants des colonies, qui avait fait que tout à coup, je ne pouvais pas me sentir frère d'une partie du peuple avec laquelle j'habitais. Que ce mythe de fraternité euh, venait de sombrer. Je ne pouvais pas habiter un pays où des gens faisaient la fête parce qu'on avait massacré des dizaines de Palestiniens. Alors ça, déjà, c'était une première rupture et c'était déjà, ouais, je sentais, sans sentir, parce que je ne veux pas dire que j'ai senti venir l'assassinat de Rabin, parce qu'on oublie l'histoire, parce qu'on a oublié Arlozorov, on a oublié Kastner, on a oublié Emil Grunzweig. C'est pas la première fois que des Juifs tuent des Juifs. Hein. L'histoire en est parsemée. Mais bon, on a été surpris parce que, et ça a été pour moi, évidemment, ça a été un choc. J'ai du mal à l'exprimer. J'ai Moi, j'ai l'impression que ça a été la fin, comme une fin de rêve pour toi. complètement, ouais. Mais je dois dire quand même que la partie positive qui demeure en toi, c'est que ta progéniture est en Israël. Et je dis encore une fois, Mazel Tov pour la naissance de Nour. Merci beaucoup. Je vois qu'on est très au courant. Et oui, six petits-enfants. C'est meilleur. Et, c'est ça les réseaux sociaux. ouais, et 3 filles, et trois filles magnifiques, engagées dans les mêmes luttes que moi, l'une dans la philosophie, l'autre dans le théâtre, proche des femmes séfarades. Elle a fait un engagement puisque sa mère est d'origine tunisienne, mon ex-épouse est tunisienne, donc elle a choisi, plutôt que le côté alsacien, elle a choisi le côté tunisien. Elle est très engagée dans le théâtre féministe, séfarade et arabe aussi, parce qu'elle défend les femmes en général, qui sont soumises à des lois un peu particulières. Et enfin, la dernière avocate. Et donc, je suis très fier d'avoir 3 filles qui sont des combattantes. Tu es toujours en Israël. Ah oui, non, moi je suis toujours en Israël, j'en reviens, j'y retourne régulièrement. Il n'y a que le Covid qui m'a empêché de faire mes 5-6 allers-retours annuels. Mais non, c'est évident que c'est mon pays. Sinon, je n'aurais pas eu cette colère contre le gouvernement de Netanyahou. Bien sûr que je suis engagé pleinement dans le projet sioniste, parce qu'on me demande aussi si je suis sioniste, parce qu'il y a toujours ou bien sûr que je suis sioniste. Bien sûr que je suis pour un État juif, laïque, démocratique, et qui soit réellement une lumière pour les nations. Mais tolérant et qui également. respecte l'éthique juive. Tolérant. Je rappelle donc cette magnifique trilogie prix Goncourt de la Nouvelle, parce que Shmuel Temeyer est un novelliste.
Et la guerre est finie de Shmuel Temeyer aux éditions Métropolis. Et je dis merci Shmuel. Merci beaucoup, Monique, et à bientôt. À très bientôt. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.